cette vidéo, je vais présenter l'essentiel du cours sur les formes linéaires et sur les hyperplans dans les espaces vectoriels de dimension finie. Commençons par quelques définitions. On va fixer E, un espace vectoriel de dimension finie, sur le corps K égale R ou C. Une forme linéaire sur E, c'est une application linéaire de E dans K. Par exemple, si E c'est R3, je peux considérer φ1 de R3 dans R, qui au triplet x, y, z associe 2x plus 3y moins 4z. Si E, c'est l'ensemble des polynômes à coefficients complexes de degré inférieur ou égal à 2, c'est de 2x, je peux considérer φ2, qui à tout polynôme P associe sa valeur en 0. φ1 comme φ2 sont des applications linéaires, elles sont à valeur dans le corps K, R pour φ1, C pour φ2. Ce sont des formes linéaires sur E. Un hyperplan de E, c'est simplement le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E. Donc à φ1 et φ2, on peut associer donc deux hyperplans. H1, qui est l'ensemble des triplets x, y, z de R3, tels que 2x plus 3y moins 4z égale 0. Et H2, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, tels que p de 0 égale 0. Alors bien sûr, la première chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est ce nom, hyperplan. Pourquoi le noyau d'une forme linéaire, on appelle ça hyperplan? Eh bien parce que les hyperplans vont jouer le rôle, dans les espaces vectoriels en général, des plans de l'espace. D'ailleurs, ça se voit ici, H1, c'est un plan vectoriel, on reconnaît une équation de plan. Le premier énoncé va nous expliquer pourquoi un hyperplan, c'est l'analogue d'un plan. Un plan, dans l'espace, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Un hyperplan, dans E, qui est de dimension n, ça va être un sous-espace vectoriel de dimension n-1. Et donc on a le théorème suivant, soit H un hyperplan. On va considérer n'importe quel élément de E qui n'est pas dans H. Alors H et le sous-espace vectoriel engendré par U sont supplémentaires dans E. Et en particulier, on en déduit que la dimension de H égale n-1. Alors démontrons ce théorème. Donc je pars d'un hyperplan de E, je considère U dans E tel que U n'appartient pas à H. Comme H est un hyperplan, la définition d'un hyperplan, c'est que H est le noyau d'une forme linéaire. Donc H, c'est le noyau de phi, où phi, c'est une forme linéaire qui est non nulle. Et en particulier, puisque je sais que U n'appartient pas à H, U n'est pas dans le noyau de phi, et donc phi de U n'est pas nul. On va donc maintenant prouver que H et l'espace vectoriel engendré par U sont supplémentaires. Pour ça, on suit une méthode classique, c'est un raisonnement par analyse-synthèse. On va commencer par l'analyse, on va considérer X dans E, et on va supposer qu'il se décompose sous la forme la somme d'un élément de H et d'un élément de vec de U, donc X s'écrit H plus lambda U, avec H dans grand H et lambda, un scalaire. Le but de l'analyse, c'est de démontrer que H vaut forcément quelque chose, que lambda vaut forcément quelque chose, ce qui va prouver l'unicité d'une décomposition comme ça, si elle existe. Alors évidemment, ici, on va utiliser que phi de h, c'est 0 et que phi de u, c'est pas 0. Et on va regarder cette égalité, x égale h plus lambda u, on va composer par phi. On a donc phi de x égale phi de h plus lambda phi de u. Comme phi de h, ça fait 0, ça fait lambda phi de u. Et donc forcément, j'ai pas le choix, lambda, ça doit être égal à phi de x sur phi de u, j'ai le droit de faire ça, parce que phi de x, phi de u, c'est des scalaires, phi de u est pas nul, j'ai le droit de diviser. Donc forcément, lambda, c'est phi de x sur phi de u. Et donc si une décomposition comme ça existe, j'ai forcément lambda égale phi de x sur phi de u, j'ai forcément h qui est égal à x moins phi de x sur phi de u fois u. Donc j'ai prouvé l'unicité de ma décomposition. Synthèse, maintenant, on va prouver l'existence d'une décomposition. Donc j'ai toujours x dans E, je vais poser lambda égale phi de x sur phi de u, et je vais poser h égale x moins phi de x sur phi de u fois u. Les formules qui me sont données ici à la fin de l'analyse. Et donc je dois vérifier que x, ça s'écrit h plus lambda u, pour bien avoir décomposé mon vecteur sous la forme la somme d'un élément de h et d'un élément de l'espace vectoriel engendré par u.
Et il faut aussi que je prouve que lambda u c'est dans vecte de u et que h c'est dans h. Alors x égale h plus lambda u, oui c'est trivial avec les définitions de h et de lambda. Lambda u c'est dans l'espace vectoriel engendré par u, évidemment, c'est la définition de l'espace vectoriel engendré par u. Ce qui pose un peu plus de difficulté, c'est de vérifier que h est dans grand H, mais grand H c'est le noyau de phi, donc il suffit de vérifier que phi de h c'est 0. Eh bien je calcule phi de h en utilisant la linéarité de l'application linéaire, donc ça fait phi de x moins phi de x sur phi de u, donc toujours en utilisant que phi c'est linéaire, ça fait phi de x moins, je peux sortir le phi de x sur phi de u devant ici, phi de x sur phi de u fois phi de u, les phi de u se simplifient, j'obtiens phi de x moins phi de x, j'obtiens 0, donc phi de h égale 0, h est dans le noyau de phi, c'est-à-dire h est dans grand H. J'ai bien démontré que h et l'espace vectoriel engendré par u sont supplémentaires. Alors, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est de démontrer qu'un hyperplan, c'était de dimension n-1. On peut se poser la question de la réciproque. Maintenant, si je considère un sous-espace de dimension n-1, est-ce que c'est un hyperplan? Est-ce que c'est le noyau d'une forme linéaire? Eh bien la réponse est oui. Si je prends H, un sous-espace de E de dimension n-1, il existe une application linéaire non nulle, telle que H soit le noyau de phi, donc telle que H soit un hyperplan. Démontrons ce théorème. Alors, H est un sous-espace de E de dimension n-1. Je suis dans un espace de dimension finie, H admet un supplémentaire. Un supplémentaire qui est de dimension 1. Donc je sais qu'il existe un U dans E, tel que H et l'espace vectoriel engendré par U sont supplémentaires. Il faut maintenant que je construise mon application linéaire phi, qui n'est pas nulle, et dont le noyau ce soit H. Alors quand on a une décomposition de E en somme directe, comme ça, un bon moyen de définir une application linéaire phi, c'est de la définir sur chaque composante de la somme directe. Donc de la définir sur H, et de la définir sur l'espace vectoriel engendré par U. C'est ce qu'on va faire ici. Et d'abord sur H, comment on va définir phi sur H? On définit phi sur H par phi de H égale 0, quand H est dans grand H. C'est normal puisque on veut que le noyau de phi ce soit grand H. Et comme on veut que le noyau de phi ce soit juste grand H, qu'il n'y ait pas d'élément de l'espace vectoriel engendré par U qui soit dans le noyau de phi, à part 0 bien sûr, eh bien on va poser phi de lambda U égale lambda. Donc ça me définit uniquement ma forme linéaire. Je l'ai définie complètement sur H, phi de H égale 0, je l'ai définie complètement sur l'espace vectoriel engendré par U, phi de lambda U égale lambda, donc ça me définit complètement phi. Il faut maintenant que je vérifie que le noyau de phi c'est H, mais voilà, je prends x dans E, je le décompose de façon unique sous la forme x égale H plus lambda U, avec H dans grand H et lambda un scalaire. Eh bien phi de x, phi de x c'est phi de h, mais ça c'est 0, plus lambda phi de u, donc phi de x c'est lambda phi de u. Et en fait, ça fait lambda. De sorte que phi de x c'est nul. Si et seulement si lambda c'est nul. Donc si et seulement si, bien x c'est égal à h. Donc si et seulement si x est dans grand H. Donc j'ai bien démontré que h égale le noyau de phi. Alors résumons ce qu'on a fait pour l'instant. Donc on a démontré que si h est un hyperplan, la dimension de h égale n-1. On a démontré que si h est un sous-espace de dimension n-1, alors h est un hyperplan. Donc finalement, on a démontré que les hyperplans de E sont exactement les sous-espaces vectoriels de E de dimension n-1. Alors, revenons ici sur l'analogie entre les plans et les hyperplans. Un plan vectoriel de R3, ça admet toujours une équation du type AX plus BY plus CZ égale 0. Il est donc naturel de se demander si un hyperplan admet une équation du même type. Eh bien la réponse est oui. Si je fixe B, E1, En, une base de E, et si je regarde H un hyperplan de E, eh bien il va exister des scalaires A1, AN, tels que X appartient à H, si et seulement si A1, X1, plus A2, XE, plus etc.,
plus ANXN égale 0, où les xi sont les coordonnées de x dans la base B. L'écriture, ici A1x1 plus etc. plus ANXN égale 0, ça va s'appeler une équation de l'hyperplan. Et ce qu'il y a de très bien, c'est qu'une équation d'un hyperplan, c'est essentiellement unique. C'est-à-dire que toutes les équations d'un hyperplan sont proportionnelles. Évidemment, je peux remplacer A1 par 2A1, A2 par 2A2, je multiplie tout par 2, je vais avoir toujours égal 0. Mais c'est la seule façon en fait de faire. Donc, toutes les équations de l'hyperplan sont proportionnelles. On va démontrer ce théorème. Et pour démontrer ce théorème, on va avoir besoin d'un lemme technique sur les formes linéaires. Ce lemme a un énoncé suivant. On considère phi et psi deux formes linéaires sur E non nulles. Alors, phi et psi ont le même noyau si et seulement si elles sont proportionnelles. Ker de phi égale ker de psi si et seulement si il existe un scalaire lambda non nul, tel que phi égale lambda psi. Démontrons ce lemme. Le sens réciproque d'abord est très facile. Si phi et psi sont proportionnels, eh bien phi de x égale 0 si et seulement si psi de x égale 0, et donc le noyau de phi vaut le noyau de psi. Démontrons le sens direct. Phi est une forme linéaire sur E non nulle, c'est un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel de E de dimension n-1, il admet un supplémentaire de dimension 1, donc je peux trouver U dans E, tel que le noyau de phi et l'espace vectoriel engendré par U sont supplémentaires. Je vais ensuite poser A égale phi de U, qui n'est pas nul, puisque U n'est pas dans le noyau de phi, et B égale psi de U, qui n'est pas nul non plus, puisque U n'est pas dans le noyau de psi, puisque le noyau de psi et le noyau de phi sont identiques. Et je dis que phi, ça s'écrit A sur B fois psi. En effet, il suffit que je vérifie que cette formule-là, elle est vraie à la fois sur le noyau de phi et à la fois sur l'espace vectoriel engendré par U. Sur le noyau de phi, c'est trivial, parce que des deux côtés, je trouve 0, bien sûr, parce que le noyau de phi vaut le noyau de psi. Et maintenant, sur l'espace vectoriel engendré par U, je regarde x dans cet espace vectoriel, je l'écris x égale lambda U, et je regarde, pour commencer, A sur B psi de x. A sur B psi de x, c'est A sur B psi de lambda U, c'est lambda A sur B psi de U, puisque psi est linéaire, et psi de U, eh bien c'est B, on a posé B égale psi de U. Donc ça fait lambda A, mais A c'est phi de U, donc ça fait lambda phi de U, ça fait phi de lambda U, et phi de lambda U, ça fait phi de x. Donc j'ai bien démontré que si x est dans l'espace vectoriel engendré par U, phi de x égale A sur B psi de x. Donc phi et psi coïncident à la fois sur ker de phi, à la fois sur l'espace vectoriel engendré par U. Comme ces deux-là sont supplémentaires dans E, phi et psi sont égales. Alors voilà, maintenant on peut prouver l'existence et l'unicité de l'équation d'un hyperplan. Donc je pars d'un hyperplan H, je sais que c'est le noyau d'une forme linéaire phi qui est non nulle, et je vais écrire qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à H. Alors je décompose un x dans ma base E1, En, donc x je l'écris x1, E1 plus etc. plus xn, En. Donc x est dans H si et seulement si phi de x égale 0. Et x, je remplace x par x1, E1 plus etc. plus xn, En. Par linéarité de phi, donc tout ça c'est équivalent à dire que phi de E1 fois x1 plus etc. plus phi de En fois xn égale 0. Et donc ça c'est équivalent à dire que A1x1 plus etc. plus ANxn égale 0, où on a posé AI égale phi de EI pour I égale 1 jusque N. Donc un hyperplan, ça admet bien une équation. Maintenant, on va prouver l'unicité de cette équation, en supposant que H admet deux équations. Donc H, c'est à la fois l'ensemble des x appartenant à E, tel que A1x1 plus etc. plus ANxn égale 0, et à la fois l'ensemble des x appartenant à E, tel que B1x1 plus etc. plus BNxn égale 0. Et on va prouver que ces deux équations sont proportionnelles, c'est-à-dire qu'il existe un réel lambda, tel que pour tout i dans un n, bien, par exemple, BI égale lambda AI. Alors allons-y. On va poser phi de x égale A1x1 plus etc. plus ANxn, et psi de x égale B1x1 plus etc. plus BNxn.
Phi et psi, c'est deux formes linéaires sur E. Et leurs noyaux sont identiques. Leur noyau, c'est H, puisque j'ai supposé que H, c'était vérifier ces deux équations-là, à la fois 1x1 plus etc. plus anxn égale 0, et à la fois b1x1 plus etc. plus bnxn égale 0. Donc, d'après le lemme technique, phi et psi sont proportionnels. Il existe un lambda non nul, tel que phi égale lambda psi. Alors je vais exploiter cette égalité maintenant en EI. Pour tout i dans un n, j'ai phi de EI égale lambda psi de EI. Phi de EI égale lambda psi de EI. Mais phi de EI, phi de EI, c'est AI. Et psi de EI, c'est BI. Donc j'ai bien démontré que AI égale lambda BI. Donc mes deux équations sont proportionnelles. On a bien unicité, un facteur multiplicatif près, de l'équation d'un hyperplan. Voilà pour ce résumé de cours sur les hyperplans et les formes linéaires en dimension finie.